Bonjour à vous. Je suis content de pouvoir vous parler. J'espère que tout le monde va bien parmi vous, vos proches aussi. J'espère que vous trouvez de quoi vous organiser pour tenir dans cette période qui ne va pas être facile pour tout le monde, qui va vous obliger à complètement changer vos habitudes, pendant un certain temps du moins. Je n'aimerais pas que vous perdiez certaines habitudes d'apprentissage. J'ai pensé que le mieux pour que vous puissiez continuer d'apprendre, c'était que j'enregistre ma voix. Ça pourra vous donner l'impression qu'on est presque retourné en classe, même si ce n'est pas encore le cas. Mais c'est toujours mieux que de simplement lire des documents mis tous les jours sur Pronote. Ça a quelque chose de froid. D'une certaine manière, les cours continuent, même si vous ne pourrez plus me voir et que je ne pourrai plus vous voir pendant quelque temps, puisqu'on n'est pas en classe. Je vais garder certaines bonnes habitudes que l'on prend, que l'on a prises. Je vous propose aujourd'hui de commencer par une étude classique, j'ai envie de dire, de ce bon vieux mot du jour. Ce sera une expression aujourd'hui, voire un concept, on a déjà parlé du concept en classe, la fausse rumeur. Ensuite, on reprendra notre chapitre sur les histoires d'amour et l'on découvrira, en résumé, l'une des plus belles histoires d'amour jamais écrites. Je veux parler de Madame Bovary, cette histoire d'amour déçu, d'amour tragique, où celle qui croyait pouvoir avoir le droit de vivre un jour la plus belle des romances ne connaîtra que la tragédie des amours déçus. Ce n'est que moi, Emma, n'aie pas peur. Tu es déjà rentré? Je préfère ne pas faire d'enregistrement vidéo, je préfère que vous n'ayez que ma voix. Ça vous permet de vous déplacer avec des écouteurs sur les oreilles, de ne pas vous laisser déconcentrer par une image. En plus, je suis certain que vous passez beaucoup de temps devant les écrans ces derniers jours. Autant vous en préserver tandis que vous écoutez un cours de français. Quand je ne le fais pas, ça vous surprend. On commence par le mot du jour. Et le mot du jour, je le disais, c'est un concept. Un concept, c'est une grande idée, quelque chose qui n'est pas tout à fait concret, qui peut prendre plusieurs formes. On a déjà parlé de la liberté, on a parlé de la violence. Et aujourd'hui, je vais parler d'autre chose, en lien avec l'actualité. Cette autre chose, c'est la rumeur. Et le concept du jour est plus complexe encore, un tout petit peu plus précis. C'est le concept de fausse rumeur. Qu'est-ce qu'une fausse rumeur? Ça suppose déjà de savoir ce qu'est une rumeur. Rumeur, dans les langues anciennes, c'est le bruit qui court. Et le bruit, ce n'est pas tout à fait quelque chose de compréhensible. Ce n'est pas tout à fait quelque chose de clair. Eh bien, c'est déjà ça une rumeur, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Une rumeur, ce n'est pas un fait. Alors qu'il y a dans les conversations beaucoup de « il paraît, j'ai entendu »,« mon voisin m'a dit »,« mon cousin, qui travaille je ne sais où, a entendu dire par des médecins que », toutes ces paroles vous ont annoncé l'existence de rumeurs. Une rumeur, c'est un bruit qui court, c'est un bruit parasite. Et un bruit, ce n'est pas tout à fait quelque chose de compréhensible. Tant que ce n'est qu'une rumeur, ça n'existe que dans les discours, que dans ce que l'on dit. Une rumeur, on pourrait dire que c'est un tout petit peu la maladie des conversations. C'est toujours un peu une épidémie. Et plus cette épidémie circule, plus la rumeur se déforme. Ça n'est jamais vrai. Une vraie ou qu'une fausse rumeur, c'est toujours une rumeur, et qu'une rumeur, par définition, ce n'est que de la parole déformée. Ça peut s'inspirer de quelque chose que quelqu'un a vu, mais c'est trop déformé pour qu'on puisse vraiment la croire. Quand vous entendez une rumeur, la seule chose que vous devez faire, c'est douter, douter. Vous posez des questions, et après vous être posé des questions, cherchez des réponses à ces questions. Doutez, vous demandez pourquoi, et vous allez tâcher de répondre à ce pourquoi. Pourquoi dit-on ça? Pourquoi se répand cette rumeur? Vous allez faire des recherches en des endroits fiables, sur les sites de grands journaux français, ou si c'est une rumeur qui concerne des gens que vous connaissez, vous allez directement vous renseigner auprès d'eux. Et quand vous aurez découvert des certitudes en rapport avec cette rumeur, il n'y aura plus de rumeur. La seule chose que vous aurez,
c'est une certitude et non pas une rumeur. Vous ne direz plus il paraît que, vous vous contenterez de dire, avec sérénité, moi je sais, et j'en suis sûr, vous aurez une certitude. J'ai entendu parler ces derniers jours de rumeurs qui sont transmises par le biais de WhatsApp ou d'autres logiciels de messagerie. Non, non. Vous laissez tomber ça. Vous ne les lisez pas, vous les supprimez. Et surtout, ne renvoyez pas en message vous-même cette rumeur en ajoutant à votre message au cas où. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune espèce d'utilité. Je vous rappelle que la semaine dernière, on avait découvert l'histoire d'André et de Dorine, une belle histoire d'amour à la fin de laquelle, alors que Dorine, la femme d'André, avait complètement perdu la tête et n'était plus très loin de mourir, André lui écrivait pour lui rappeler combien il l'aimait et pour lui dire aussi qu'il ne supportait pas l'idée de la voir mourir, d'assister à son enterrement et qu'il préférait mourir avec elle. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre histoire tragique, celle de Madame Bovary. Et qu'est-ce qu'elle raconte, cette histoire de Madame Bovary? Madame Bovary, c'est l'histoire fictive, c'est une histoire inventée, l'histoire d'Emma, une jeune fille née à la campagne. Et cette Emma, elle a grandi en lisant des histoires d'amour qui l'ont fait rêver. Elle a grandi au couvent, auprès des religieuses, et très tôt, ces religieuses lui ont reproché de trop se croire dans des histoires d'amour, des histoires romantiques, avec des princesses qui attendent l'arrivée prochaine d'un prince qui saura leur apprendre ce qu'est être heureuse en amour. Emma, elle se fait des films, entre guillemets, dans la tête, même si à l'époque, au XIXe siècle, il n'y a pas de film à aller voir au cinéma. Celui qu'elle croit pouvoir devenir, son prince charmant, il a un nom, c'est Charles, Charles Bovary. Charles Bovary, si vous deviez l'imaginer, imaginez un tout petit peu celui qui ne fait jamais parler de lui dans la cour de récréation, qui est parfois un peu ridicule parce qu'il est trop maladroit, celui avec qui l'on n'est jamais vraiment copain, celui qui ne se fait jamais remarquer, celui qui est médiocre, celui dont on dira parfois qu'il n'a pas vraiment de personnalité. Charles, à force d'efforts et à force de recommencer, il a réussi à devenir, alors qu'il est jeune adulte, un médecin de campagne, qui n'est pas spécialement compétent, qui n'est certainement pas un grand scientifique. Un jour, Charles va se présenter chez les parents d'Emma pour soigner le père. Emma et lui vont se rencontrer. Ils vont discuter. Comme Emma n'a jamais rencontré d'autres garçons qui lui parlaient, elle tombe amoureuse de lui, sans vraiment bien le connaître. Lui, il est tout content. Et c'est pendant ce temps-là qu'il fait d'ailleurs le plus d'efforts pour plaire. Un jour, Charles demande, comme ça se faisait à l'époque, la main d'Emma au père qui dit oui. Ils s'installent, Charles et Emma. Les jours passent, la routine s'installe, et très vite Emma se rend compte que son histoire d'amour avec Charles, son histoire de mariage, elle n'est pas très intéressante, elle s'ennuie, elle ne travaille pas. Elle attend tous les jours que son mari rentre du travail. Charles n'est pas quelqu'un qui raconte des histoires, qui se contente de la routine et qui n'en veut pas beaucoup plus. Emma, elle voudrait qu'il l'emporte dans des voyages, qu'il lui offre des magnifiques cadeaux. Très vite, Charles se dit qu'il n'a plus vraiment besoin de plaire à Emma. Emma, elle ne sait pas trop quoi faire. Elle dépense tout l'argent que gagne son mari. Un jour, quelques mois après le mariage, Charles reçoit une invitation. Une invitation à un bal donné chez des nobles, près de chez eux. Il en parle à Emma qui se réjouit. Enfin, elle se dit qu'elle va pouvoir sortir de son ennui. La nuit de ce bal, tout se passe bien pour Emma, elle danse avec d'autres hommes et elle se dit que c'est la vie qu'elle veut vivre. La vie de château où l'on danse, où l'on rit, où l'on s'amuse. Et certainement pas la vie avec Charles, où l'on s'ennuie. Ils rentrent chez eux et pendant un an, Emma ne fait qu'attendre un nouveau bal qui ne vient pas. Elle tombe enceinte, elle accouche, mais elle ne s'occupera jamais vraiment de son nouveau-né.
C'est une petite fille qu'elle laisse progressivement tomber, qu'elle ne regarde pas, qui lui fait presque peur, qui la dégoûte en tout cas. Non, Emma, elle préfère continuer à dépenser l'argent que gagne son mari. Elle achète, elle achète tellement d'objets qui ne servent à rien, tous les jours, à tel point que le couple finit par contracter des dettes. Ces dettes, cet argent qu'elle doit, Emma n'en parle pas à son mari, qui ne sait pas encore, Charles Bovary, qui est si bête, que sa femme le ruine. Un peu plus tard, Emma fait la rencontre d'autres hommes, un certain Léon, puis Rodolphe, un autre noble. Ils ont des petites histoires d'amour, mais Emma est toujours déçue de ne jamais revivre dans ces histoires d'amour à elle, les histoires d'amour qu'elle a lues. Charles ne se rendra jamais vraiment compte que sa femme le trompe, qu'elle ne le respecte plus du tout. Il est trop naïf. Il ne veut voir que ce qu'il veut bien voir. Tous les voisins, tout le village a découvert qu'il n'était pas vraiment un bon médecin. Il est devenu plus ou moins la honte du village, parce qu'en plus tous les villageois savent que sa femme le trompe. Madame Bovary, un jour, elle va rencontrer un noble du voisinage qui va lui faire croire que peut-être ce noble, qui s'appelle Rodolphe, sera la personne qui lui fera vivre l'histoire d'amour qu'elle espère tant vivre un jour et qu'elle croit être la condition de son bonheur. Ce Rodolphe va la séduire. Ils vont connaître une passion amoureuse, ils vont passer du temps ensemble. Emma est amoureuse pendant un certain temps, jusqu'à que Rodolphe lui fasse comprendre qu'il n'est plus intéressé par elle, que pour lui c'était un petit amusement, qu'il s'est vite lassé d'Emma, et Emma, encore une fois, est déçue par les histoires d'amour. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pas grand-chose. Elle va retourner à sa tristesse, elle va continuer de dépenser son argent sans compter, et l'argent de son mari. Charles essaiera bien de faire comprendre à Emma que les choses ne peuvent plus durer. Mais c'est trop tard, et Emma est déjà partie ailleurs, et Emma Bovary n'a déjà plus tellement envie de vivre. Elle finira par s'empoisonner, comme dans les romans tragiques, malade de ne pas réussir à trouver l'amour, malade aussi de ne pas être comme les personnages de livres qu'elle aimait tant. Elle laissera, derrière elle, son mari et sa petite fille, son mari trop malheureux, qui n'aura jamais compris ce qu'il s'était passé vraiment. Qu'est-ce qu'on apprend avec cette histoire de Madame Bovary? Eh bien, on apprend surtout une chose, c'est que les histoires, et particulièrement les histoires d'amour, nous inspirent beaucoup dans notre vie de tous les jours. Et que parfois, l'on agit comme dans ces histoires. On a lu certaines histoires et l'on veut faire pareil, et ça peut nous rendre malheureux. On dit que les histoires sont inspirées de la vraie vie, mais le contraire est vrai aussi. Les histoires que l'on a lues, auxquelles on croit, finissent par nous faire agir dans la vraie vie d'une certaine manière, qui peut nous décevoir. Et Madame Bovary, elle a été déçue. Elle ne s'est pas rendue compte qu'à force de lire des livres, tout en restant naïve, elle ne pourrait pas se protéger contre la grande tristesse que peut procurer la vraie vie, contre les difficultés qu'apporte la vraie vie dont il n'est jamais question dans les belles histoires d'amour. Elle ne voulait connaître que les clichés de l'amour dans sa vie à elle, et ça l'a tuée. C'est pour ça qu'il faut toujours se poser des questions, c'est pour ça qu'il faut savoir parfois reconnaître qu'il y a dans la vraie vie des choses qui ne passent pas dans les histoires, les déceptions, et les tentatives ratées, l'ennui, la lassitude aussi. Qu'est-ce que je vais vous demander de faire maintenant avec cette histoire? Vous allez trouver, dans un document que je vais vous envoyer par messagerie électronique, que j'afficherai aussi sur Pronote, vous allez trouver un document sur lequel vous aurez des liens. Ces liens vous mèneront vers la version audio de cette histoire plus complète, jouée par des acteurs, c'est très bien. Ceux qui sont motivés, ceux qui ont le temps, ceux qui veulent découvrir l'une des histoires qui leur servira le plus dans les études de français à venir, au moins jusqu'au bac, écoutez ça attentivement. C'est une manière aussi de se détourner un tout petit peu des écrans. Pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, je vous laisse réfléchir à une rédaction possible, la rédaction qui raconterait l'histoire de quelqu'un, d'une fille ou d'un garçon qui veut vivre une histoire d'amour telle qu'on les raconte dans les plus belles histoires qui soient,
et qui connaît rapidement la déception. Vous pouvez écrire cette histoire en une ou plusieurs pages, la diviser en chapitres. Ce ne sera qu'un travail facultatif que je noterai bien sûr avec un coefficient intéressant et qui peut vous faire réfléchir à la question des stéréotypes, des gros clichés dans l'amour, ces clichés que l'on voudrait parfois combattre parce qu'ils sont toujours susceptibles de nous apporter des déceptions quand on les compare avec ce qu'il se passe dans la vraie vie, avec ses incertitudes, avec tout ce que l'on ne prévoyait pas, avec ce qui nous permet d'apprendre aussi au-delà des clichés. Je n'ai pas vraiment l'habitude de faire les cours de cette manière. Je suis sûr qu'il y a encore énormément de choses à améliorer. Je vais essayer de le faire jour après jour, de trouver plus d'aise dans ma manière de m'exprimer devant ce micro et non pas devant la classe entière avec toutes ces réactions dont j'ai besoin aussi pour faire avancer le cours. J'espère que vous aurez trouvé de l'intérêt à ce que j'ai pu vous dire. Et en attendant de vous retrouver bientôt, je vous souhaite une bonne journée, mais surtout du courage à vous, à vos proches, du bon travail, avec ce dont vous disposez. N'hésitez surtout pas à lire. Je vais certainement vous ajouter dans un document quelques conseils de lecture, mais fiez-vous aussi à vos goûts, cherchez ce qui vous plaît, ne cessez pas de nourrir votre culture générale. C'est le moment aussi de s'intéresser à la culture générale, d'apprendre des choses qui ne sont pas directement liées au cours, mais qui vous apporteront beaucoup pour aller plus loin dans les études, pour comprendre les notions qu'abordent les professeurs et pour comprendre le monde aussi, je crois.